Parfait, merci beaucoup. Merci Tess et merci beaucoup également à Beth Essel de l'Atheneum de Philadelphie qui nous accueille bien sûr sur leur site. Et sans leur aide, cette conférence virtuelle ne serait pas possible. Donc merci beaucoup à l'Atheneum de Philadelphie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Madame de Lafayette. Alors, Madame de Lafayette, née Marie-Madeleine Pioche, voit le jour à Paris le 18 mars 1634. Alors c'est la première fille de Monsieur Marc Pioche qui, pour faire oublier ses origines roturières, va rajouter à son nom le patronyme de Lavergne. En fait, de Lavergne est un nom qui est dans sa famille par cousinage, mais qui ne lui revient pas personnellement. Qu'importe, il va se l'approprier. Alors Marc Pioche de Lavergne est capitaine. Très vite, il se fait remarquer par ses supérieurs pour ses connaissances techniques et savantes. Alors, fort de sa réputation, il va être nommé instructeur militaire de Jean Mazet, le fils d'un très riche financier du royaume. Puis, on fait appel à lui afin qu'il prenne en charge l'éducation du fils du marquis de Brézé, neveu du puissant cardinal de Richelieu. Alors c'est grâce à l'entourage des Richelieu que M. Pioche rencontre sa future épouse. Ainsi, en 1633, veuf sans descendance, il va épouser Isabelle Pénat, 23 ans. Alors Isabelle présente l'avantage d'être la dame de compagnie de Madame de Compalais, nièce du cardinal de Richelieu. Madame de Compalais sera d'ailleurs la marraine de la petite Marie-Madeleine, qui aura aussi pour parrain l'influent marquis de Brézé. On le voit donc, Marie-Madeleine Pioche n'est pas née dans la haute aristocratie, mais elle bénéficie dès la naissance de soutiens puissants. Alors après la naissance de Marie-Madeleine, l'ascension sociale de ses parents se poursuit. En effet, Madame de Combalet a richement doté le jeune couple. La famille s'agrandit en 1635 et 1636 avec la naissance de deux autres filles, Éléonore et Louise. Monsieur Pioche de Lavergne fait alors construire une belle demeure à 2 pas du palais du Luxembourg avec une vue splendide sur le parc. C'est donc dans cet univers privilégié que Marie-Madeleine, future Madame de Lafayette, va passer son enfance. Hélas, son père meurt subitement en décembre 1649, alors qu'elle n'a que 15 ans. Alors elle n'a pas de frère et donc ne subit pas la concurrence d'un garçon en matière d'héritage. Sa position de fille aînée va lui procurer bien des avantages, dont une certaine aisance financière, nous le verrons. Un an seulement après le décès de M. Pioche, la mère de Marie-Madeleine se remarie. À plus de 40 ans, elle fait un mariage d'amour. En effet, bien des hommes auraient recherché une femme plus jeune et sans enfant qui pourrait leur donner un héritier mâle. Isabelle épouse donc le chevalier Renaud de Sévigné, un aristocrate originaire d'Anjou.
C'est un ex-officier de l'ordre de Malte qui vient de faire son retour à la vie civile après une carrière glorieuse de 28 années. Et il se trouve, ce qui ne gâche rien, qu'il est l'oncle de Madame de Sévigné, la plus fameuse épistolaire de l'histoire de France, qui deviendra une amie intime de Madame de Lafayette. Alors, lors du contrat de mariage, il est stipulé que si Isabelle meurt avant son nouvel époux, son patrimoine revient à son mari, le chevalier de Sévigné. Les 3 filles d'Isabelle sont donc lésées. Pire, les 2 jeunes sœurs de Marie-Madeleine sont alors envoyées au couvent. Elles sont ainsi sacrifiées, ce qui permet de s'en débarrasser sans avoir à penser à de futures dots en mariage. Alors c'est là un principe classique qui évite la dispersion des biens. Ainsi, Marie-Madeleine, sans frère, pourra être richement dotée et espérer un beau mariage. En 1651, un an après le remariage de sa mère, Marie-Madeleine a 17 ans. Elle a alors un statut de fille émancipée, ce qui va lui permettre d'apposer sa signature sur des documents officiels. Elle peut donc bénéficier des revenus de certaines propriétés dont elle a hérité à la mort de son père. Désormais, elle va agir en véritable femme d'affaires. Alors, grâce à son beau-père, le chevalier de Sévigné, elle devient demoiselle d'honneur de la reine Anne d'Autriche, veuve du roi Louis XIII et régente de France. Alors, demoiselle d'honneur de la reine est un titre purement honorifique. Marie-Madeleine ne vit donc pas dans l'intimité de la reine. Néanmoins, ce titre est très prisé car il permet d'entrer à la cour de France et cela va fortement contribuer à l'ascension sociale de Marie-Madeleine. Alors, grâce à sa mère, elle fréquente le salon le plus en vue de la capitale, celui de la marquise de Rambouillet. Alors, de santé fragile, la marquise ne va pas à la cour. En fait, c'est la cour qui vient à elle. Et dans son salon, elle fait une large place à la présence féminine. Et c'est d'ailleurs dans l'hôtel particulier de la marquise que naît le mouvement des précieuses, 30 ans plus tôt, en 1620. Si on les nomme les précieuses, ce n'est pas par hasard, car elles ont conscience de leur supériorité et de leur valeur. Les précieuses forment en fait un cercle restreint et exclusif. On se parle à demi-mot, avec des confidences, des sous-entendus. On adore le secret. C'est un trésor qu'il ne faut pas divulguer, ou alors qu'avec une grande parcimonie. D'où le reproche qu'on va leur faire. Prétention, arrogance, vanité. On accuse les précieuses de former un cercle intellectuel fermé et élitiste dont beaucoup de femmes sont exclues car jugées trop communes. La philosophie du salon de Madame de Rambouillet se porte sur 2 points principaux, le raffinement des mœurs et celui de la langue française. Et bientôt, Marie-Madeleine deviendra elle-même le porte-étendard de la préciosité, par son rejet des usages libertins de la cour et par le souffle nouveau qu'elle va apporter
à la langue française. Alors une autre grande précieuse, présentée par sa mère à Marie-Madeleine dès 1662, Mademoiselle de Scudéry. Alors écrivaine de talent, Mademoiselle de Scudéry tient salon et sera l'une des icônes de la préciosité. Avec elle, les précieuses font irruption dans la littérature, jusqu'alors dominée exclusivement par les hommes. La forme, voire le jargon des précieux, ou des précieuses, pardon, sont très inventifs et très raffinés. On doit aux précieuses de nombreuses inventions lexicales et une poétisation du langage. Elles sont championnes de la périphrase. Par exemple, la foudre devient le feu du ciel. Elles inventent aussi des expressions qui sont restées dans la langue française. En voici quelques-unes. Travestir sa pensée, un billet doux, avoir de l'esprit, perdre son sérieux, briller dans la conversation. Les précieuses n'hésitent pas à utiliser l'hyperbole, cette figure de style qui a un effet d'exagération. Par exemple, j'ai 1000 choses à vous dire. Elle brille de 1000 feux, elle pleure des torrents de larmes. On retrouve également la métaphore dans le langage des précieuses. On dira ainsi: mon cœur est assailli par vos désirs. Le remords me dévore l'âme. Je meurs englouti par le chagrin. Alors, dans le salon de Mademoiselle de Scudéry, on exhorte les dames de la cour à s'éduquer plutôt que de se parer pour séduire les hommes. L'institution du mariage y est vue comme une véritable tyrannie, un péril. D'ailleurs, Mademoiselle de Scudéry mourra célibataire à l'âge de 94 ans. Les amitiés pleines de tendresse représentent l'idéal scudérien, grâce et pureté. Alors, selon la formule célèbre, les précieuses se veulent galantes sans aimer les galants. Car en effet, pour nombre d'entre elles, la sexualité est triviale, avilissante. À 19 ans, Marie-Madeleine écrit, je cite, « Je suis persuadée que l'amour est une chose incommode. J'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts. Je recommande une défiance naturelle envers tous les hommes. » On le voit donc, l'amour vu par les précieuses est souvent un idéal esthétique et moral, souvent impossible à atteindre et constamment malheureux, semble-t-il. Alors Marie-Madeleine va également être présentée à la marquise du Plessis-Bellière, une riche veuve, l'un des plus grands esprits de la Renaissance. La marquise dirige un salon janséniste à la croisée de la mondanité et de la dévotion. Comme toutes les précieuses, la marquise du Plessis s'intéresse à la vertu et aux bonnes mœurs. Elle passe une grande partie de sa vie entourée d'artistes et de poètes et va atteindre l'âge canonique de 100 ans, un fait exceptionnel à l'époque. Alors elle exècre les femmes sans talent ni esprit, telles que les décrit Molière dans sa satire Les précieuses ridicules en 1659. La fausse sophistication n'a pas de place dans le salon de la marquise du Plessis. Autre figure féminine de la société mondaine,
Madame de Sévigné, la plus célèbre épistolaire de la Renaissance française. Elle va grandement influer sur le futur de Marie-Madeleine et entre dans sa vie par un hasard du mariage. Elle est en fait la nièce du chevalier de Sévigné, beau-père de Marie-Madeleine. Elles n'ont que 8 ans de différence et très vite, elles deviennent, comme elles le disent elles-mêmes, les plus grandes amies du monde. Alors, dans le contexte de l'idéal précieux, l'amitié pure et véritable crée des liens qui surpassent la relation amoureuse. Et ceci est d'autant plus vrai pour Madame de Sévigné qu'elle est veuve à 25 ans d'un mari infidèle. Alors nous venons de le voir, l'influence d'intellectuelles féminines sur la future Madame de Lafayette est fondamentale. Mais il ne faut pas omettre un événement politique de premier ordre, tout aussi crucial, la Fronde. Alors, dès 1648, le royaume de France, déjà en pleine guerre contre l'Espagne, fait face à des troubles internes très graves. La pression des taxes et l'absolutisme royal qui se met en place remettent en cause l'influence de la vieille aristocratie féodale. Alors, l'échec de la France, de la Fronde, marque la fin d'un cycle, celle de l'époque baroque et de l'esprit chevaleresque. Tous les pouvoirs se retrouvent désormais concentrés dans les mains du roi Louis XIV. Au regret de Marie-Madeleine, la noblesse courtisane et ses intrigues succèdent à la noblesse d'épée. Elle constate avec dépit la mort de l'amour courtois. En 1653, son beau-père, Renaud de Sévigné, qui avait des sympathies pour la Fronde, doit s'exiler sur ordre du roi dans ses terres d'Anjou. Marie-Madeleine, 19 ans, doit donc quitter la capitale pendant près de 2 ans. Elle découvre la campagne pour la première fois de sa vie. Alors elle profite du calme bucolique de la province afin de lire intensément. Elle va donc parfaire son éducation en autodidacte. Éducation d'autant plus solide qu'elle s'est bâtie une culture d'imprégnation, si je puis dire, au contact des gens qu'elle a fréquentés à Paris. Bien que jeune, son esprit ne manque pas d'éblouir. L'écrivain Paul Scarron décrit ainsi Marie-Madeleine alors qu'elle n'a que 17 ans. Il écrit « Mademoiselle de Lavergne est toute lumineuse, toute précieuse. » Alors lorsque le chevalier de Sévigné s'exile en Anjou avec sa femme et Marie-Madeleine, il est suivi d'un fidèle ami, originaire d'Anjou lui aussi. Il s'agit du grand érudit Gilles Ménage, célèbre pour son ouvrage « Les origines de la langue française », écrit 3 ans plus tôt, en 1650. Le voyage de Paris en Anjou va durer 5 jours en carrosse. 5 jours fondateurs qui vont à jamais lier d'amitié la jeune Marie-Madeleine et Monsieur Ménage. Ménage va être très impressionné par l'amour qu'elle voue à la langue française. Déjà influencée par les précieuses, elle se soucie de syntaxe et de bon usage. Cela ne peut que plaire, bien sûr, à cet éminent linguiste.
En véritable répétiteur, il va l'aider à parfaire son latin, son italien et son espagnol, et il va même la pousser à apprendre le grec. À leur retour d'exil, Marie-Madeleine épouse dans la précipitation un homme de 38 ans. Il s'agit de François Mortier, comte de Lafayette, de 17 ans, son aîné. Alors cette union est arrangée par la mère de Marie-Madeleine. Le mariage a lieu à Paris le 15 février 1655 en l'église Saint-Sulpice. Elle a 21 ans. Alors les Mortiers de Lafayette appartiennent à une vieille famille de la province d'Auvergne dont sera issu le fameux marquis de Lafayette un siècle plus tard, en 1757. Alors, veuf désargenté, François Mortier a besoin d'une descendance, car sa première épouse ne lui a pas donné d'enfant. Pour la mère de Marie-Madeleine, le comte de Lafayette présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il apporte à sa fille un nom et un titre prestigieux, donc un ancrage définitif dans la noblesse française. Ensuite, le comte accepte d'épouser Marie-Madeleine sans dot. Elle conserve donc en propre la part de son héritage paternel. Alors, quant au comte, représentant d'une vieille lignée aristocratique, il table sur le long temps. En effet, il sait que Marie-Madeleine sera l'héritière de la fortune familiale, fortune qui sera ensuite passée à ses enfants, des Lafayette. L'intérêt du comte dans ce mariage n'est donc pas à court terme, il voit loin et songe à sa descendance. Un mois après les noces, Marie-Madeleine de Lafayette va donc quitter Paris pour suivre son mari sur ses terres d'Auvergne et du Bourbonnais. Alors ce nouvel exil loin de la capitale va durer 3 ans, de 1655 à 1658. Alors les châteaux du comte sont en fait de vieilles forteresses froides et humides, sans grand confort. Alors souffrant d'éloignement, Madame de Lafayette correspond souvent avec son ami Ménage. Elle souhaite se tenir au courant de l'actualité littéraire de la capitale et elle trouve que Ménage l'oublie et la néglige. On la sent isolée, en manque d'affection. Mais en 1656, la mère de Madame de Lafayette meurt prématurément. Marie-Madeleine retourne donc précipitamment à Paris avec son mari. Alors le comte n'apprécie guère la capitale, rentre sur ses terres une fois les affaires de succession réglées. Quant à la comtesse, elle en profite pour rester à Paris. Elle fréquente à nouveau les salons littéraires qui lui avaient tant manqué. Le comte va se montrer très tolérant. Non seulement il ne doute pas de la fidélité de sa jeune épouse, mais aussi il lui laisse une procuration générale. En clair, Madame de Lafayette a toute liberté de dépenser et de gérer leurs biens à sa guise. Alors ce mariage n'est certes pas un mariage d'amour, mais il se cimente grâce à une confiance mutuelle au sens bien compris de leur intérêt patrimonial commun. Lors de son mari, Madame de Lafayette aura 2 fils, Louis, né en 1658, qui sera prêtre, et Armand, né en 1659,
qui sera militaire. Elle a donc rempli ses devoirs conjugaux. Alors, comme toutes les grandes dames de son époque, Madame de Lafayette ne s'occupe pas personnellement de ses enfants. L'usage veut que leur éducation soit laissée à des précepteurs. Chez elle, pas de profusion d'amour maternel. Dans ses écrits, on ne retrouve pas de forme véritable de tendresse pour les enfants. Alors après la naissance de son second fils, Madame de Lafayette ne quitte plus la capitale. Ses relations conjugales se distendent, mais elles ne se rompent pas pour autant. Pourtant, on en oublie presque que son mari existe, d'autant que Madame de Lafayette en parle très peu. Alors, Jean de la Bruyère, le fameux moraliste français, écrit « Nous trouvons à présent une femme qui a tellement éclipsé son mari que nous ne savons pas s'il est mort ou s'il est en vie. » Alors, son mariage durera 28 ans jusqu'en 1683, mais beaucoup l'avaient cru veuve bien avant cela. On peut donc dire sans hésiter que ni son mari, ni ses enfants ont joué un rôle fondateur dans la vie de la comtesse. Elle s'occupe certes des affaires familiales, mais elle ne s'embarrasse aucunement de l'aspect affectif de la famille. En fait, la véritable préoccupation de Madame de Lafayette, c'est sa recherche constante d'une vie intellectuelle florissante. À 26 ans, elle ouvre son propre salon littéraire dans un majestueux hôtel particulier, rue de Vaugirard. Le théologien et philosophe français Antoine Arnauld fréquente son salon avec assiduité. C'est un homme qui s'oppose avec ardeur aux libertins qui pullulent à la cour de France. Il aura une grande influence spirituelle sur la comtesse. Ce qui caractérise le salon de Madame de Lafayette, c'est l'idéal esthétique courtois, sous le regard de Dieu, bien sûr. Alors, deux voyageurs hollandais, les frères Villers, sont de passage à Paris et lui rendent visite. On remarque dans leur journal de voyage la note suivante. La comtesse de Lafayette est une femme de grand esprit et de grande réputation. C'est une précieuse du plus haut rang et de la plus haute volée. En 1661, l'écrivain Antoine Baudot de Saumaise publie un ouvrage fameux intitulé « Le grand dictionnaire des précieuses ». Madame de Lafayette y apparaît sous le nom de Féliciane. On peut lire, je cite, « Féliciane est une précieuse aimable, jeune et spirituelle. Elle a l'esprit enjoué. Elle est civile et obligeante. » On le voit donc, à 26 ans, sans n'avoir encore rien publié, elle a déjà sa place dans les cercles littéraires parisiens. En fait, elle doit en partie sa réputation à son ami Ménage. En effet, lorsqu'elle vivait en Auvergne avec son mari, Ménage n'avait pas hésité à écrire des poèmes pour chanter les louanges de Madame de Lafayette, poèmes qui circulaient à Paris. Je cite « Tel qu'au bord d'Allier, la France vous contemple parmi les immortels, digne d'avoir un temple. Tel je fais dessein de vous peindre en mes vers et vous représenter aux yeux de l'univers. »
C'est beau. 1662 marque une année importante dans la carrière littéraire de la comtesse. En août, elle publie sa première nouvelle, une fiction, La princesse de Montpensier. Alors elle prend pour correcteur Gilles Ménage, qui relit son manuscrit avant qu'il ne soit publié. Ménage raccourcit les phrases et rend le style plus concis, plus net. Il va notamment retirer beaucoup d'adjectifs et d'adverbes qu'il trouve superflus. Bref, il allège le style par plus de sobriété. Alors, La princesse de Montpensier est un texte court qui contient une trentaine de pages seulement. Mais c'est un succès dès sa parution. 5 nouvelles éditions sont d'ailleurs proposées au cours du XVIIe siècle. Alors ce succès est dû pour part à la clarté et à l'élégance de l'écriture qui deviennent le modèle de la narration classique. D'autant que Madame de Lafayette nous fait pénétrer dans l'intériorité des personnages. Elle marque ainsi l'acte de naissance d'un genre nouveau en littérature, celui du roman psychologique. L'action se déroule au XVIe siècle, sous le règne de Charles X. Alors elle se situe donc à l'époque troublée de la guerre de religion et du massacre de la Saint-Barthélemy. À ce titre, La princesse de Montpensier est une œuvre novatrice. C'est en effet la première œuvre dans la littérature française où l'on va utiliser un cadre historique proche, celui du XVIe siècle, comme fil conducteur romanesque. Le passé est encore suffisamment accessible pour que les lecteurs puissent s'identifier aux personnages de cette nouvelle. Dès la première phrase, le ton est donné. Je cite : « L'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordre et d'en causer beaucoup. » Un parallèle évident est donc fait entre les guerres de religion qui déchirent le royaume de France et les passions intérieures des personnages qui ne peuvent qu'aboutir à une issue fatale. Ainsi, on assiste à la déchéance inexorable de la princesse de Montpensier. Elle s'éprend du duc de Guise, qu'elle ne pourra pas épouser car sa famille va la marier au prince de Montpensier. Mais le prince la néglige et part faire la guerre. Elle va donc revoir le duc de Guise car leur passion reste vive. Mais un jour, au retour de la guerre, elle est surprise par son mari en compagnie du duc. Guise s'enfuit alors. Alors, bien que la princesse de Montpensier n'ait pas trompé son mari physiquement, elle est affligée de honte pour la faute morale qu'elle a commise et elle va en mourir de chagrin. Et la leçon de cette histoire apparaît évidente dans la dernière phrase de la nouvelle. Madame de Montpensier aurait été sans doute la plus heureuse des princesses si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Alors je voudrais maintenant aborder brièvement un aspect essentiel de la carrière littéraire de Madame de Lafayette, l'anonymat. C'est en effet anonymement qu'elle publie ses livres. Alors à cela de multiples raisons. La première tient au fait qu'il est encore difficile pour une femme d'apparaître l'égale de l'homme.
La seconde, c'est que ces livres sont des fictions, donc considérés comme un genre littéraire léger et inférieur. Alors, vu son rang et tenant à sa réputation, Madame de Lafayette ne souhaite nullement être accusée d'immoralité en décrivant des passions amoureuses. Alors, la troisième, c'est qu'elle refuse d'être reconnue comme une professionnelle de l'écriture. Il lui semble indispensable, voire avilissant, d'avoir des relations commerciales avec un éditeur ou un libraire. D'ailleurs, bien souvent, les auteurs d'origine noble ne cherchent nullement à gagner de l'argent avec leur livre La princesse de Montpensier. Car une chose est sûre, Madame de Lafayette veut être lue par tous et pas seulement par les dames de la cour. Elle fait une grande différence entre les lectures mondaines d'un texte manuscrit et une œuvre imprimée et reliée. L'anonymat sous lequel elle se cache est donc choisi. Il ne lui est sûrement pas imposé. À la même époque, Madame de Lafayette écrit une nouvelle historique, La comtesse de Tende. Alors on se doute qu'étant bien introduit à la cour de France, Madame de Lafayette peut en suivre toutes les intrigues et y trouver son inspiration. Alors ce réalisme est l'une des sources de son succès littéraire. La comtesse de Tende ne sera publiée qu'après sa mort, d'abord anonymement en 1718, puis sous son nom en 1724. C'est un texte bref de 10 pages environ, et les historiens ne savent toujours pas pourquoi il n'a pas été publié de son vivant. Peut-être parce que l'histoire est trop scandaleuse. Dans sa nouvelle, elle nous parle d'une liaison adultère d'une femme, la comtesse de Tende, qui s'éprend du chevalier de Navarre. Cette fois-ci donc, contrairement à la princesse de Montpensier, à la faute morale s'ajoute la faute physique. La comtesse de Tende trompe son mari. Alors la mort soudaine de l'amant, le chevalier de Navarre, va anéantir la comtesse. Elle avoue son infidélité à son mari dans une lettre, alors qu'elle est enceinte de son défunt amant. Alors l'histoire se conclut par la mort de la comtesse de Tende, quelques jours après avoir accouché. Il est à noter qu'hormis la comtesse de Tende, aucune de ces héroïnes n'enfantera. Et d'ailleurs, Madame de Lafayette nomme l'enfant à naître le mâle. Je cite, « Vers le 6e mois de sa grossesse, la comtesse de Tende accoucha par la violence de son mâle. Elle eut la consolation d'être assurée que l'enfant ne survivrait pas. Elle ne donnerait pas à son mari un héritier illégitime. Elle expira elle-même peu de jours après et reçut la mort avec une joie que personne n'a jamais ressentie. » En 1664, la comtesse devient très vite une intime d'Henriette d'Angleterre, épouse à 16 ans du duc Philippe d'Orléans, le frère du roi Soleil.
Alors, ce mariage fut arrangé par Louis XIV afin de raffermir les liens entre la maison des Bourbons et celle des Stuarts. Mais hélas, Henriette d'Angleterre se voyait contrainte d'épouser un duc dont les penchants homosexuels créaient le scandale à la cour de France. On s'en doute, les déboires conjugaux d'Henriette font de Madame de Lafayette une confidente parfaite. Alors cette union malheureuse va conforter Madame de Lafayette dans l'idée que la cour de France est un lieu de perdition. Elle devient d'ailleurs la biographe attitrée d'Henriette d'Angleterre, qui hélas décède à l'âge de 26 ans en 1670. Alors Madame de Lafayette va écrire sa biographie, mais elle ne la publie pas de son vivant. En effet, elle aurait encouru un grand risque en exposant au monde les déboires de la pauvre princesse défunte, sans compter la colère possible du roi et celle de son frère, le duc. La crainte d'un exil forcé a donc fait le reste. Le texte, publié à titre posthume en 1720, le sera sous son nom et sans couverture d'anonymat. Alors vers 1663, Ménage, son ami fidèle et mentor, décide de quitter la capitale et de se consacrer en permanence à l'étude. Elle perd donc un complice et, peu à peu, leur correspondance va se distendre, ainsi que leur relation. Mais ce vide va vite être comblé. Elle se lie d'amitié avec Pierre-Daniel Huet, philosophe et évêque. C'est un fréquent visiteur du salon de mademoiselle de Scudéry, et il deviendra l'un des correcteurs de Madame de Lafayette. Alors, parmi ces nouvelles accointances, on doit aussi beaucoup au poète Jean Regnault de Segré. Il devient désormais le conseiller littéraire de la comtesse et il participe à sa formation. Au salon de la marquise du Plessis-Bellière, elle rencontre le duc de la Rochefoucauld, célèbre pour son livre des Maximes. Il écrit d'ailleurs à propos du mariage de Madame de Lafayette: « Il y a des bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. » On retrouve là tout l'esprit et le désenchantement qui définissent cet écrivain, dont la comtesse va devenir une intime. Alors leur influence est mutuelle. Et elle dit à propos du duc, je cite, « Il m'a donné de l'esprit, mais j'ai réformé son cœur. » Alors il est mis à contribution et apporte lui aussi des corrections au livre de Madame de Lafayette, avant qu'il ne soit publié. La Rochefoucauld va présenter la comtesse au dramaturge Jean Racine, ainsi qu'au poète et polémiste Nicolas Boileau. Boileau écrit à son propos, je cite, « Madame de Lafayette est la femme qui écrit le mieux et qui a le plus d'esprit. Elle se démarque brillamment par son caractère courtois ainsi que par sa vigilance. » Elle connaîtra aussi Molière, Pierre Corneille, Jean de La Fontaine. Ce dernier va d'ailleurs offrir à la comtesse un petit billard, un passe-temps nouveau et très en vogue à la Renaissance. On le voit donc, à presque 30 ans, elle côtoie toute l'élite littéraire de son temps. En 1670, Madame de Lafayette écrit le plus long de ses textes, mais aussi le moins célèbre. Il s'agit de Zaïde,
une histoire espagnole à 1000 lieues des intrigues de la cour de France. Alors, ce roman se distingue du reste de son œuvre en cela que l'amour, pour une fois, n'est pas montré sous un angle destructeur. Enfin, une conclusion positive. Zaïd, la fille d'un prince d'origine maure, donc musulmane, épouse celui qu'elle aime, le très chrétien seigneur de Castille. Madame de Lafayette attache une grande importance à son statut social. Elle reçoit fréquemment les honneurs de Versailles. Louis XIV l'invite en 1668 pour célébrer ses victoires en Franche-Comté. En avril 71, elle est reçue par Madame de Montespan, la favorite du roi. Le roi lui fait aussi l'honneur de sa calèche et lui fait visiter les jardins du palais de Versailles. Alors toutes ces marques de distinction sont très importantes pour la comtesse, d'autant que son statut financier ne cesse de s'améliorer. En effet, son beau-père, Renaud de Sévigné, décède en 1676. La comtesse de Lafayette reçoit enfin l'héritage qui lui vient de sa mère. Ses richesses et ses possessions doublent alors. Désormais, la comtesse est une femme incontournable à Paris et à Versailles. Mais c'est sans conteste la princesse de Clèves qui constitue son roman le plus célèbre. Il est écrit en 1678 alors qu'elle a 43 ans. C'est son dernier roman. Il lui reste encore 15 ans à vivre. La princesse de Clèves est composée en 4 tomes, pour un total seulement de 200 pages. Là encore, le succès est immédiat et énorme. Ambition, honte, désir, passion, remords, jalousie, tous les sentiments humains y sont décrits avec acuité. La vie intérieure des personnages forme la trame du roman et ce sont les sentiments qui créent l'intrigue. La princesse de Clèves est sans conteste le prototype du roman d'analyse psychologique. C'est ce qui en fait sa singularité et sa modernité. Il influencera bien des auteurs. La princesse de Clèves sera en effet le modèle littéraire du romancier réaliste Honoré de Balzac, fameux auteur de la Comédie humaine, une série de romans et de nouvelles parus entre 1829 et 1855. On pourrait aussi nommer Stendhal dans Le Rouge et le Noir, ou Flaubert avec Madame de Bovary, et j'en passe. L'action de la princesse de Clèves se situe à la cour du roi Henri II de France entre 1558 et 1559. Alors c'est une cour où règne la galanterie, mais aussi la duplicité et le mensonge. L'héroïne du roman, Mademoiselle de Chartres, une jeune fille vertueuse de 15 ans, arrive à la cour d'Henri II. Le prince de Clèves tombe follement amoureux d'elle, mais elle ne partage pas ses sentiments. Poussée par sa mère, qui voit en lui un excellent parti, Mademoiselle de Chartres se marie, mais elle va s'éprendre du duc de Nemours. Alors, femme de vertu, elle ne sombre pas dans cette relation illégitime afin de préserver son honneur. Elle décide alors de quitter la cour pour ne plus revoir le duc. Elle va cependant avouer ses sentiments à son mari. Le prince de Clèves
meurt de chagrin, persuadée qu'elle l'a trompé. Cet aveu va créer des disputes dans les cercles littéraires de l'époque. Est-il vraisemblable qu'une femme du rang de la princesse de Clèves avoue à son mari sa passion pour un autre homme? Un journal célèbre, le Mercure galant, publie une question à ce sujet. Les lecteurs s'invectivent et expliquent leur point de vue. En fait, le nœud du problème à l'époque, c'est l'adultère. Car à la Renaissance, on est adultère non pas seulement si on passe à l'acte physique, l'adultère est aussi moral. Car la seule idée d'être éprise d'un autre homme est un outrage que la femme fait à son époux, même si la relation demeure platonique. On comprend alors mieux les débats que soulève la princesse de Clèves. Refusant de revoir le duc de Nemours et se reprochant la mort de son mari, elle se retire alors dans un couvent où elle laisse, je cite, des exemples de vertu inimitables. Le mal est fait, mais la vertu triomphe. Alors plus tard, Voltaire louera Madame de Lafayette, je cite, « Sa princesse de Clèves fut le premier roman où l'on vit des mœurs des honnêtes gens et des aventures naturelles décrites avec grâce. Avant elle, on écrivait d'un style ampoulé des choses peu vraisemblables. » Alors avec l'âge, la santé de la comtesse décline. Ses migraines se succèdent, elle manque d'appétit, elle est victime d'insomnie. Elle se retire donc de plus en plus souvent pour se reposer à la campagne. Elle en profite pour visiter ses amis dans les provinces françaises afin d'éviter le tumulte de Versailles et de Paris. En 1680, son ami intime, le duc de La Rochefoucauld, meurt à l'âge de 67 ans. Ce décès affecte profondément la comtesse. Désormais, elle évite de plus en plus les mondanités. Quand son mari décède en 1683, tout le monde est surpris. On la croyait déjà veuve, tant leur relation était distendue. À 52 ans, elle décide de se retirer totalement de la vie mondaine. Désormais travaillée par le doute, elle s'inquiète du sort de son âme. Elle s'en remet à l'abbé de Rancé, un religieux austère. Elle prend aussi pour guide spirituel Jacques-Joseph Duguay, un théologien rigoriste. Les années ultimes de Madame de Lafayette sont douloureuses. Calculs rénaux, polypes au cœur, dégénérescence intestinale. Elle souffre de douleurs diffuses et écrit à son vieil ami Ménage. « Vous ne me reconnaîtriez plus, ni par l'esprit, ni par le corps. Je suis toujours triste, chagrine, inquiète. » Et encore, « La vieillesse m'a ôté toutes mes amies. Je n'ai plus du tout d'esprit ni de force. La plus petite chose m'afflige. Une mouche paraît un éléphant. Voilà mon état ordinaire. » Mais cette correspondance s'achève car Ménage meurt en 1692. Désemparée, elle s'éteint quelques mois plus tard, le 25 mai 1693, à Paris, à l'âge de 59 ans. Elle meurt seule, sans le soutien de ses fils, en voyage à Rome et en Allemagne, ni celui de Madame de Sévigné,
qui se trouve en Provence. Ainsi donc disparaît Madame de Lafayette, elle qui toute sa vie préféra s'entourer d'amis plutôt que d'amants et conquérir les cœurs par les charmes de l'esprit plutôt que par ceux de la beauté. La tragédie de Madame de Lafayette est d'avoir dû s'arracher petit à petit à l'univers de la cour de France, univers qu'elle aurait souhaité si parfait, mais qui n'était hélas que prétention et faux semblant. En fait, la nature humaine va assombrir ses pensées. Très jeune, elle semble déjà désabusée, et au cours de ses écrits, elle nous fait partager son désenchantement. Ce qui est remarquable chez elle, c'est qu'elle nous invite à voyager dans l'intériorité de ses héroïnes. On découvre les introspections, les examens de conscience, bref, l'âme des personnages. Puis, le précipice, l'abîme des passions se révèle à nous. L'amour, pur et véritable, semble inaccessible, toujours dangereux et tragique. Et si l'amour apparaît plein de taches, l'écriture de Madame de Lafayette, elle, resplendit, limpide et immaculée, comme pour conjurer le sort, la beauté des mots pour chasser le péril des passions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. I don't know if Tess is with us. And we might open now the microphones. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, des remarques également, en français bien sûr, ou en anglais si vous préférez. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vous Oui, en prie. voilà. J'ai deux questions à vous poser, Monsieur Simonis. J'ai entendu vous dire que les précieuses voulaient être galantes sans aimer les galants. Donc, ma première question est, est-ce que des galants sont des hommes à différencier entre des autres hommes à la cour? Non, alors je pense que les précieuses, quand elles font référence aux galants, très généralement, elles font référence aux galants de la cour, parce que si l'on regarde bien, les précieuses sont pratiquement toutes nobles. Elles ont pratiquement toutes leur entrée à la cour, ou elles vivent à Paris, mais si elles vivent à Paris, les gens de la cour viennent leur rendre visite. Donc je pense que les références qu'elles font aux galants sont des références directes qu'elles font à la cour. Moi, la façon dont j'analyse cette phrase, c'est que les précieuses voient dans la galanterie un idéal de pureté qu'elles ne trouvent pas chez les hommes. Un peu comme si les hommes avaient toujours une idée derrière la tête, c'est-à-dire que c'était une fausse galanterie avec un but bien précis. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'elles se veulent galantes sans aimer les galants, c'est-à-dire que les galants, bien souvent, les déçoivent beaucoup. Elles n'ont pas leur idéal, en tout cas. Compris. Ça, c'est mon explication. Et mon deuxième question, brièvement, vous avez fait référence au salon janséniste.
Je connais que les jansénistes avaient leur siège à Port-Royal et que c'était très controversé, mais je ne comprends pas très bien de qu'est-ce qu'il s'agit. Oui. Alors, c'est ça. Donc, les jansénistes étaient surtout situés à l'Oratoire. En fait, pour faire très simple, les jansénistes étaient des catholiques qui étaient très conservateurs et qui trouvaient que certains membres, certains groupes religieux, par exemple comme des jésuites, etc., étaient beaucoup trop libéraux. Donc, je dirais que je ne veux pas dire que ce sont des ultra-catholiques, mais ils étaient en fait pour une observance très stricte de la morale. Donc ça, c'est le premier point. Quand on est janséniste, on est très conservateur, on est rigoriste moralement. Le deuxième point chez les jansénistes, c'est qu'ils s'opposent d'une certaine manière à l'absolutisme royal aussi. Et de même manière, ils vont s'opposer à Rome, ce qui va leur créer des problèmes parce qu'ils trouvent aussi que les papes de Rome ne sont pas assez conservateurs, qu'ils sont trop libéraux. Donc, quand je parle d'un salon janséniste, je fais donc référence à des personnes qui ont une idée très rigoriste de la religion chrétienne, tout simplement. Et d'ailleurs, Madame de Lafayette, quand elle vieillit, etc., qu'elle commence à se poser des questions spirituelles, à s'interroger sur l'avenir de son âme, elle va prendre un directeur spirituel qui lui-même est un janséniste. Donc elle s'entoure quand même toujours, je dirais, de religieux assez conservateurs, assez rigoristes. Ils s'opposent, tous les jansénistes s'opposent par exemple à ce qui se passe à la cour. Bon, il est vrai que il est très difficilement défendable d'être, comment dirais-je, enfin, il est difficile de défendre ce qui se passe à la cour si on est chrétien, en tout cas. On ne suit pas vraiment la morale chrétienne à la cour de Louis XIV, avant et après d'ailleurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une question. Oui. Vous avez parlé de la fin de l'amour courtois. Oui. Mais j'avais toujours associé l'amour courtois avec le 13e ou 14e, 12e, 13e, 14e siècle. Je ne pensais pas que ça durait jusqu'à l'époque de Madame de Lafayette. Oui, alors j'ai fait une référence à l'amour courtois, je crois que c'était au moment de la Fronde. Donc la Fronde, c'est cet événement politique qui se passe en France où on a donc Louis XIV qui fait beaucoup de guerres, notamment avec l'Espagne, et qui donc décide d'augmenter les taxes. Et en plus, il veut un pouvoir très, très centralisé. Et c'est vrai que l'amour courtois, vous avez tout à fait raison, Joyce, c'était au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, mais dans certaines provinces, il avait toujours survécu, pas à Paris, pas à Versailles, mais il faut bien voir que quand on descendait dans les vieilles provinces françaises comme l'Auvergne ou qu'on allait en Bretagne, etc., il y avait toujours cet esprit un peu féodal, ce que j'ai appelé la noblesse d'épée plutôt que la noblesse courtisane. Et la Fronde va mettre fin, parce que c'est Louis XIV qui va gagner en fait, si je puis dire, en imposant l'absolutisme et le pouvoir royal sans partage, il va vraiment mettre fin à la vieille noblesse féodale des provinces où il y avait encore une survivance de l'amour courtois. Et cette survivance, elle l'avait connue quand même, parce qu'elle avait quand même voyagé pour différentes raisons dans les vieilles provinces françaises. Et donc, pour elle, là, c'était vraiment la victoire de Louis XIV, si je puis dire,
sur la vieille féodalité, c'était pour elle la mort définitive, si je puis dire, de cet amour courtois, qu'elle idéalisait aussi, hein, forcément, hein, parce que il y a quand même, c'est une grande idéaliste, hein, ça c'est certain. Je comprends. J'ai Voilà. aussi un commentaire Oui. de la vie de elle est née, Madame de Lafayette, elle est née au bon moment parce que sa vie était vraiment remarquable, digne d'être euh, récitée, digne d'être connue. Euh, je me souviens toujours d'avoir lu Madame de Lafayette. Je l'ai lu 2 fois. Cela ne m'arrive pas, sauf pour Autant n'emporte le vent, que j'ai lu 4 fois. Mais Oui. Madame de Lafayette, j'ai dû le lire 2 fois au moins. Mais alors, j'ai compris qu'elle parlait de la cour française. Enfin, je trouve qu'elle a eu une très, très belle vie. C'est dommage que la fin de sa vie, ce qui m'a frappé le plus, c'était qu'elle est morte sans être entourée par quelqu'un qu'elle aimait. C'est ça qui est vraiment très triste. Mais le reste de sa vie, c'était une très belle vie, hein, à mon avis. Ah, mais absolument. Disons qu'elle a eu une vie tout à fait privilégiée. Bon, d'abord d'un point de vue matériel, évidemment. Ensuite, d'un point de vue intellectuel. Parce que le groupe des Précieuses, c'était quand même un groupe, comme je l'ai dit, qui était assez restreint, limité, exclusif. C'était élitiste. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans les salons précieux. Donc, c'était quand même assez réservé. Donc vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là. Elle a eu une vie remarquable et elle a rencontré d'ailleurs tous les grands esprits de son époque. Mais je crois qu'elle a, c'est pas simplement dû à son statut social, c'est dû à son esprit. C'est une femme qui Oui, a vraiment qui a charmé les hommes de son époque par son esprit. Il faut bien dire aussi que Madame de Lafayette n'était pas une femme qui était très jolie. D'ailleurs, ça se voit dans ses portraits. J'ai lu quelques articles à ce propos. Euh, et c'est vrai que son charme, si elle charmait les hommes ou les femmes d'ailleurs, c'était un charme qu'elle avait de l'esprit, bien sûr. Oui, c'est aussi ça qui est intéressant. Surtout, les femmes d'aujourd'hui devraient l'admirer parce que elle a Absolument. fait, pour une femme, c'était extraordinaire ce qu'elle a fait. Avoir écrit des romans publiés à ce jeune âge, Oui. remarquable. C'était tout à fait. Et je pense que ce qui la distingue, euh, on avait parlé il y a 6 semaines de Christine de Pisan, donc là on était Oui, au Moyen aussi. Âge. Alors Christine de Pisan, c'était très différent puisqu'elle n'était pas noble d'origine, si je puis dire. Mais Christine de Pisan a dû véritablement se battre et c'était une professionnelle de l'écriture, si je puis dire. Elle en a fait Oui. profession et elle gagnait sa vie. Mais c'était très très difficile à l'époque de Christine de Pisan d'écrire. À l'époque de Madame de Lafayette, ce qui était difficile, c'était pas tant d'écrire, parce que dans les salons mondains, on se passait énormément de manuscrits. Donc les femmes écrivaient beaucoup. Mais ce qui était difficile, c'était finalement d'être publiées. Et c'est pourquoi, pour elle, il était très important que ces livres soient publiés, soient reliés. Ça, c'était fondamental. Elle ne voulait pas Ah, simplement écrire des petites histoires qu'on passerait comme ça de main en main et que certaines précieuses liraient à la cour. Elle voulait toucher un plus grand public, d'où d'ailleurs sa demande d'anonymat persistante, hein, ça c'est certain. Elle n'a jamais voulu dévoiler son nom sur ses écrits. Alors on le sait sans aucun doute, c'est très clair, grâce à toutes les correspondances et tous les amis qu'elle a eus, tous ses correcteurs aussi, qui ont dit bien sûr que les textes étaient d'elle, qu'ils les avaient relus, donc il n'y a absolument aucun doute sur l'origine des textes. Ça, c'est certain. Merci. merci. Je vous en prie, Joyce.
Alors, y a-t-il d'autres commentaires, remarques peut-être? So I'm going to... Allez-y. She's muted. Ah. Yeah, Danielle. Yeah. Je voulais savoir si les femmes avaient accès, ou les jeunes filles avaient accès aux écoles, ou bien étaient-elles toujours instruites à la maison? Alors, le plus souvent, elles étaient instruites à la maison. On leur apprenait le latin, mais c'était simplement pour qu'elles puissent réciter leurs prières, si je puis dire. Et ça, c'est très important, le latin, car bien sûr, toute l'éducation à l'époque, enfin une grande part, même si le français était devenu langue officielle, la plupart des ouvrages avaient été écrits en latin pendant des siècles. Donc, si on ne lisait pas latin, on ne pouvait pas se cultiver d'une certaine manière. C'était très, très difficile. Donc, oui, surtout des précepteurs. Ceci dit, on envoyait les filles parfois au couvent, pas pour qu'elles deviennent religieuses forcément, mais pour qu'elles puissent y avoir une éducation qui était dispensée à cette époque par les sœurs. Mais comme on peut bien se l'imaginer, les sujets philosophiques étaient assez restreints, on restait toujours énormément dans la religion elle-même, dans les enseignements du christianisme, et ce n'était pas véritablement comme dans les universités qui pouvaient être. Il y avait certaines universités, comme l'université de Paris, qui a été créée, je crois, au XIIe siècle, qui existaient pour les enfants mâles. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile à l'époque en France. Tout à fait. Oui. Merci. Oui. Any other questions? Lost track of time. Well, if no one else has any questions, again, I did put in the chat the link to sign up for next month. It's also available on our website, philathenaeum.org. For those of you that are local to Philadelphia, I'll give you a little sneak peek. We might be doing a French New Wave film series in January, February, and March. So there'll be more information about that soon, and when I have it, I'll make sure to send it to those of you who attend these programs. The woman who does our film programs with us, Carrie Rickey, she is actually working on a book about a French New Wave director, so she's got a lot of info, and I think those will be really fun. So in the meantime, well, merci beaucoup, Eric. Merci. C'était merveilleux. Merci. C'est très gentil, merci. Et j'espère vous retrouver dans 6 semaines. Nous parlerons de Madame de Staël. Alors cette fois-ci, on va sauter à l'époque des Lumières, enfin de Louis XVI et de Napoléon. Et ce sera également très, très intéressant, je l'espère. Merci Sans beaucoup. doute. Merci beaucoup. Merci. C'était formidable. Merci. Merci, Eric. Merci beaucoup, Eric. C'est très gentil à vous. Merci de votre fidélité. Passez un bon Noël. Mais et à bien l'année sûr, prochaine. un bon Noël, une bonne année Merci. et de très bonnes fêtes. Merci à vous. toutes. À la prochaine. À la Merci. prochaine. Merci. Merci, Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Merci. Merci À encore. bientôt. Bonjour Esther, je te vois. Ça me fait plaisir de te voir, Esther. Au revoir.